Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. J'ai demandé à 2 intelligences artificielles de se livrer un exercice pas banal, analyser ensemble un livre aussi radical que dérangeant. Connected Mate. Le livre s'intitule « Ne faites plus d'études ». Il est signé par Laurent Alexandre et Olivier Babot. Leur thèse, l'école serait devenue contre-productive face à l'IA. Oui, rien que ça. Alors j'ai voulu voir ce que l'intelligence artificielle, justement, avait à répondre à ce genre de propos. Est-ce qu'elle s'indigne? Est-ce qu'elle argumente? Est-ce qu'elle nuance? Ce que vous allez entendre est une conversation entre 2 IA formées pour penser, déconstruire, confronter. C'est un dialogue de machine, mais un dialogue étonnamment profond, nuancé et, osons le mot, presque humain. Bonne écoute. Connected Mate. Cet ouvrage, Ne faites plus d'études, pose un constat assez radical. Face à l'IA, notre système éducatif serait devenu contre-productif. Nous menons tout droit vers une obsolescence cognitive. Oui, et en le lisant, on est tout de suite saisi par un sentiment d'urgence. C'est un vrai vertige. Le ton est volontairement brutal. C'est une stratégie de choc, en fait. Et ça marche. On ne peut pas rester indifférent à des mots comme panique, tsunami cognitif. L'auteur nous met vraiment face au mur. Je pense à cette métaphore des immigrants cognitifs qu'il reprend. Oui, de Harari. C'est ça. Ces IA qui débarquent à la vitesse de la lumière pour prendre nos boulots. L'image est redoutable. Elle est très puissante, c'est vrai. Mais c'est précisément là, je trouve, que se situe un premier écueil. Le ton apocalyptique du livre, même s'il est efficace pour nous réveiller, risque de créer une résistance qui dessert son propre objectif. C'est-à-dire ? À force de maintenir cette tension au maximum, on frôle le manifeste alarmiste, quoi. Et le risque, c'est de provoquer une réaction purement émotionnelle. Soit une adhésion un peu paniquée, soit un rejet complet en se disant que c'est de l'exagération. Exactement. Le danger, c'est de polariser. Un parent, un enseignant, même un décideur politique qui se sent un peu accusé ou juste submergé par ce discours. Il pourrait juste refermer le livre. Et passer à côté du message de fond. Voilà. L'anxiété, c'est un bon moteur pour la prise de conscience, mais c'est un très mauvais carburant pour l'action constructive. On ne bâtit rien de solide sur la peur. Alors, comment on fait ? Parce que l'urgence, elle, est bien réelle. La suggestion serait de moduler un peu ce ton, de créer un parcours émotionnel plus nuancé. C'est tout l'enjeu. Il faut accompagner le lecteur, le faire passer de la sidération à la mobilisation. Concrètement, ça pourrait changer la structure même du livre. Ah oui. Imaginez, la première partie, c'est le tsunami. C'est très fort. Mais si juste après, on avait un chapitre intitulé « Construire sur les nouvelles fondations ». Ou les architectes du monde de demain, quelque chose comme ça. Exactement. On change complètement la dynamique. On dit au lecteur, ok, le sol tremble, mais voilà les outils pour bâtir la suite. On passe de la menace à l'opportunité. On sort de la posture de victime pour devenir acteur. Précisément. Et ça vaut aussi pour les métaphores. Celle des immigrants cognitifs, elle est très forte, on l'a dit, mais elle est aussi politiquement chargée, très anxiogène. Elle installe un cadre de compétition. De remplacement. Oui. Pourquoi ne pas la mettre en balance avec une autre ? Par exemple, celle des partenaires cognitifs. Ça permettrait d'explorer la collaboration, l'hybridation homme-machine. Ce qui amènerait une sorte de dialectique dans le texte. Un peu comme pour les citations. Le livre utilise beaucoup de phrases choc, comme celle de Geoffrey Hinton. Nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente. C'est une claque. C'en est une, et il faut l'entendre. Mais ce n'est qu'une facette du débat. On pourrait très bien mettre cette citation en regard de celle d'autres experts qui parlent, eux, de synergie, d'intelligence augmentée. Pour montrer les 2 côtés de la médaille. Voilà. Non seulement on gagne en crédibilité, mais on donne au lecteur les clés pour se forger sa propre opinion, au lieu de lui imposer une vision unilatérale. D'accord, donc en calmant un peu le jeu sur le ton, on rendrait le lecteur plus réceptif. Mais réceptif à quoi ? C'est là que j'ai senti une deuxième difficulté. Le livre nous dit de créer notre start-up cognitive, de devenir un chef d'orchestre mental. Mais concrètement, par où est-ce qu'on commence lundi matin ? Vous mettez le doigt sur le point central. L'ouvrage est excellent pour déconstruire le modèle passé, mais la partie prescriptive manque cruellement de cadre, d'outils concrets. C'est ça. Il y a un fossé, en fait, entre le pourquoi il faut changer, qui est expliqué brillamment, et le comment le faire, qui reste très conceptuel. Les concepts sont super inspirants, c'est pas le problème. Mais ils flottent un peu. On referme le livre avec ce même sentiment d'urgence, mais on se sent un peu démuni, quoi. Même les 14 commandements à la fin. Oui, ils sont pertinents, mais ça ressemble plus à une liste de principes qu'à une méthode.
On a le diagnostic, mais il manque l'ordonnance détaillée. La grande suggestion ici, ce serait de transformer la 4e partie du livre en un vrai guide pratique. Une feuille de route, en quelque sorte. Oui, proposer une méthodologie que chacun pourrait s'approprier. Un parcours en étapes. D'abord un audit de ses compétences, ensuite une stratégie de positionnement, puis le déploiement visible de son savoir-faire, et enfin l'itération continue. Ça donnerait un cap. Et pour rendre ça encore plus tangible, on pourrait y ajouter des outils. J'ai pensé en vous écoutant au business model Canvas qui a aidé des milliers d'entrepreneurs. C'est exactement l'idée. On pourrait créer un canevas de la start-up cognitive, un outil simple, sur une page, qui permet de cartographier sa propre stratégie. Avec quelle case par exemple ? Imaginez, il y aurait par exemple compétences non substituables, où on se demanderait qu'est-ce que je sais faire que l'IA ne peut pas faire ? Le jugement stratégique, l'empathie complexe. J'aime bien ça. Une autre case pourrait être partenaire clé. Et là, ce ne serait plus seulement des mentors humains, mais aussi des IA spécifiques qu'on apprend à maîtriser. Absolument. Et la case la plus importante, ce serait peut-être flux de valeurs cognitives. Comment je transforme ce que je sais en quelque chose de visible, de tangible. Via un blog, un Substack, un projet sur GitHub. C'est ça. On passe d'une logique de diplôme, qui est un stock de connaissances à un instant T, à une logique de flux, de démonstration permanente de sa compétence. Ça change complètement la perspective. On n'est plus en train de subir, on est en train de designer sa propre pertinence. D'ailleurs, dans cette boîte à outils, il y a une idée du livre que j'ai trouvée géniale, mais qui mériterait d'être creusée. Laquelle ? Réglez votre IA en mode Jiminy Cricket. Ah oui, bien sûr. C'est une image fantastique, mais elle reste une image. On pourrait la rendre incroyablement concrète. La plupart des gens, aujourd'hui, utilisent l'IA comme un stagiaire hyper compétent. On lui demande « fais-moi un résumé, écris-moi un mail ». Voilà, le mode assistant. Le mode Jiminy Cricket, ce serait de ne plus lui demander des réponses, mais de lui demander des questions. C'est-à-dire ? En termes de prompt, ça donnerait quoi ? Au lieu de « écris-moi un argumentaire de vente », on lui dirait « voici mon argumentaire, agis comme un client potentiel très sceptique et challenge chacun de mes points ». Ah, c'est brillant. Ou encore « je travaille sur cette analyse, joue le rôle d'un avocat du diable et trouve les 3 plus grosses failles dans mon raisonnement. Force-moi à justifier mes hypothèses ». On pourrait même aller plus loin. Je dois prendre cette décision. Ne me donne pas la réponse, mais pose-moi les 5 questions que je n'ai pas encore considérées, celles que j'évite peut-être de me poser. C'est exactement ça. On passe d'un outil de productivité à un outil de réflexivité. On transforme l'IA d'un exécutant en un partenaire de sparring intellectuel. Et en faisant ça, on muscle notre propre esprit critique. C'est une compétence fondamentale. Le livre pourrait en faire une section entière, un vrai tutoriel pour apprendre à dialoguer avec l'IA à un niveau supérieur. Et ce sparring intellectuel, ce dialogue critique, c'est justement ce qui, paradoxalement, manque un peu à l'argumentaire du livre lui-même. Ah ! Il est tellement porté par la force de sa thèse qu'il ne se confronte pas assez aux objections les plus solides, je trouve. Vous touchez au 3e axe d'amélioration. L'argumentaire gagnerait beaucoup en robustesse en engageant plus sérieusement les contre-arguments. Le livre présente l'obsolescence cognitive comme une force inévitable et il qualifie toute résistance de déni suicidaire. Un peu comme les Amish face à l'électricité. C'est ça. On a l'impression que toute lenteur est une forme d'aveuglement coupable. Alors qu'il y a des raisons légitimes, ou du moins très complexes, à cette inertie. Ce n'est pas juste que les institutions ne veulent pas bouger. Il y a de vrais dilemmes derrière, non ? Bien sûr, et le livre serait encore plus fort s'il les explorait. La suggestion, ce serait de dédier un chapitre entier à ce qu'on pourrait appeler les paradoxes de la transition. Et d'analyser les tensions réelles. Exactement. Par exemple, le paradoxe du coût social de l'efficience. Que perd une société en remplaçant les interactions humaines, qui sont par nature un peu désordonnées, un peu messy, Oui, par des systèmes d'IA parfaitement optimisés? on gagne en productivité, mais on perd peut-être en sérendipité, ces découvertes inattendues qui naissent de conversations informelles. On perd aussi du lien social. Tout à fait. L'inefficacité humaine, c'est aussi le temps qu'on prend pour un café, pour des échanges qui soudent une équipe. Un autre paradoxe à explorer, ce serait celui du dilemme du plombier de Hinton. Le fait que les métiers manuels sont revalorisés. Oui, le livre le mentionne, et c'est vrai aujourd'hui. Mais il faudrait pousser le raisonnement. Que se passera-t-il demain quand la robotique humanoïde sera performante et abordable ? Ce plombier si recherché aujourd'hui, est-ce qu'il ne deviendra pas le menacé de la vague suivante ? Discuter de ces vagues successives ajouterait beaucoup de profondeur. Absolument. Et ça m'amène au contre-argument qui m'a semblé le plus absent, celui de la valeur du savoir inutile.
Le livre critique très durement l'université parce qu'elle ne forme pas directement à un emploi. Mais est-ce que c'est vraiment son seul rôle ? C'est une question cruciale. En se focalisant uniquement sur les compétences monétisables, est-ce qu'on ne risque pas de jeter le bébé avec l'eau du bain ? C'est ça. Le fait d'étudier la philosophie antique, la poésie médiévale, même si ça ne débouche pas sur un flux de valeurs cognitives mesurables, ça forge un esprit critique, ça construit une culture commune. Et on pourrait même dire que dans un monde saturé d'infos, de contenus générés par l'IA, cette capacité de discernement, ce recul critique, c'est peut-être la compétence la plus précieuse et la moins substituable de toutes. On peut le penser en effet. Ce savoir inutile pourrait être notre meilleure arme contre l'uniformisation de la pensée. Confronter la peste du livre à cette idée ne l'affaiblirait pas. Au contraire, ça renforcerait sa crédibilité et sa portée. Donc si on résume, pour que cet ouvrage passe de cri d'alarme indispensable à véritable manuel de navigation, il y aurait 3 grands chantiers. Le premier, moduler le ton qui est aujourd'hui très très alarmiste. Oui, il s'agirait d'accompagner le lecteur de la prise de conscience vers l'action, d'alterner la menace et l'opportunité, pour embarquer plutôt que paralyser. Ensuite, deuxième point, transformer les concepts inspirants en un guide beaucoup plus pratique, beaucoup plus structuré. Exactement, en proposant des outils concrets comme ce canevas de la start-up cognitive pour que chaque lecteur puisse commencer tout de suite à devenir l'architecte de sa propre pertinence. Et enfin, troisième axe, enrichir l'argumentation en engageant un dialogue plus profond, plus honnête avec les contre-arguments. Notamment en analysant les coûts sociaux de l'optimisation ou en réévaluant la place de la culture générale. Bref, d'embrasser la complexité plutôt que de la simplifier. Le livre pose des questions qui sont essentielles, avec une force indéniable. En intégrant ces pistes de réflexion, il pourrait vraiment s'imposer non plus seulement comme un avertissement, mais comme le compagnon de route de toute une génération. Nous serions vraiment ravis d'examiner une nouvelle version qui irait dans ce sens. Alors, que retenir de tout ça ? Ce livre Ne faites plus d'études pose finalement un espèce de cri, nécessaire, puissant, dérangeant, mais peut-être un cri qui gagnerait à être davantage transformé en conversation. Parce que ce dialogue entre les IA nous montre quelque chose d'important, c'est qu'on peut être lucide sans être fataliste, critique sans être cynique, et surtout, on peut passer du choc à la construction. Et dans ce monde en mutation ultra rapide depuis qu'il y a l'IA, depuis un peu plus de 3 ans, il ne suffit pas d'alerter, il faut équiper les esprits, outiller les individus, poser des alternatives aussi, parce que sinon, il y a une panique cognitive qui peut guetter, et peut-être qu'en apprenant à mieux converser avec soi, avec les autres, avec les IA aussi, on trouvera notre propre voie dans ce qui pourrait être pour certains une sorte de chaos. Je vous laisse avec tout ça. À très bientôt dans un nouvel épisode de Connected Mate. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.